Bonjour chers amis créatifs, je vous fais une rapide vidéo sur une question très intéressante que j'ai reçue. Lors de la dernière causerie créative, j'ai dit à un moment que les contes de Grimm ont été écrits à l'origine pour les adultes et pas pour les enfants. Alors certains m'ont posé la question, qu'est-ce que je pense? Est-ce que ces contes sont vraiment appropriés à être racontés aux enfants? Je vais vous donner mon point de vue selon mon expérience. Je sais qu'il y a deux courants de pensée contradictoires. Il y a ceux qui vont dire mais voyons, bien sûr ces contes ils ont fait mon enfance, je les ai adorés et il est hors de question de les supprimer du répertoire culturel de nos enfants. Et il y a ceux qui vont vous dire le contraire. Et ils ont aussi leurs arguments, leur point de vue qui peut être aussi intéressant parce que il peut y avoir aussi des pépites là-dedans. Donc c'est intéressant d'écouter les deux et puis de vous faire votre propre opinion. Vous pouvez poser cette même question aux intervenants du Festival de la créativité qui cette année est sur le thème Contes et merveilles du 10 au 20 octobre 2025. L'inscription est gratuite et le lien est en dessous de la vidéo. Alors, voilà, c'est intéressant, encore une fois, de confronter différents points de vue parce que chacun peut se fonder sur une expérience. Alors moi, je vais vous donner la mienne et je vais l'illustrer avec quelques exemples vrais de ma vie. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut prendre en considération le fait que ces contes ont différents niveaux de lecture, différents niveaux de compréhension et d'interprétation. Les enfants vont percevoir le message le plus direct du conte, celui qui est le plus évident, le premier message, celui qui porte la morale, qui est souvent très structurant et qui, à mon sens, peut leur donner beaucoup de repères aussi, parce que la vie, elle n'est pas toute rose et il peut y avoir aussi des dangers, il peut y avoir des pièges et ces contes permettent d'aborder ces questions-là. Si je donne un exemple avec le conte d'Hansel et Gretel, les enfants qui sont tentés par la maison de friandises, ils s'aperçoivent que derrière, il peut y avoir un piège. Et ça, les enfants le comprennent très bien. De mon expérience, aucun enfant n'a été traumatisé par cette morale du conte ou par cette leçon très directe, voilà, facilement perceptible. Je pense même que ça les immunise quelque part, ça les responsabilise aussi face à des choses qu'ils peuvent rencontrer ça commence à travailler leur discernement. Voilà, ça c'est pour le message le plus direct, le premier degré d'interprétation des contes et beaucoup d'adultes d'ailleurs restent à ce degré de compréhension des contes parce que ils n'ont pas cherché plus loin. Donc pour eux c'est le seul message que ce conte délivre. Avant d'aborder des questions sur d'autres degrés de lecture du conte, je vais encore une fois prendre le même conte comme exemple, qui, pour moi, a été aussi source de tracas. Mais c'est pas la sorcière qui m'a fait peur, c'est pas la sorcière dans la maison qui cherchait à enfourner le petit garçon, non, pas du tout. C'était le début du conte, qui peut d'ailleurs être facilement adapté, mais mes parents, mes grands-parents me l'ont lu dans la version originale quand j'avais 4 ans, à peu près peut-être 4 ans et demi, et ma sœur à cette époque-là, elle devait avoir 3 ans. Donc c'est mon premier contact avec les contes de Grimm et ce conte-là commence avec le fait que les parents d'Hansel et Gretel étaient une famille pauvre, la famille d'un pauvre bûcheron qui cherchaient comment joindre les deux bouts et qui ont décidé de se débarrasser de leurs enfants, de les abandonner dans la forêt. Et les enfants, ils entendent ça derrière la porte. Alors, moi, en écoutant ça, je me suis mise dans la tête que mes parents pouvaient aussi m'abandonner. Et c'était une source d'angoisse, d'inquiétude pendant un bon moment. Et j'avais beau poser
plein de fois la question à ma grand-mère, est-ce que tu penses que mes parents peuvent nous abandonner? Et elle me répondait, mais bien sûr que non, mais ça c'est juste un conte, c'est juste un conte, tes parents t'aiment beaucoup, ils vont pas t'abandonner. Elle avait beau, enfin, pour moi, je m'identifiais au héros de ce conte, et je me disais, d'autant plus que je vais vous lire juste l'extrait, et cet extrait entrait en écho, tellement en écho avec moi, surtout quand ils me laissaient à la maternelle pour aller travailler. Chaque fois, je me posais la question, mais est-ce qu'ils allaient revenir me chercher? Et je n'ai aucun beau souvenir de la maternelle. Pourquoi? Je pense une des raisons, c'est que du matin au soir, enfin du matin à l'après-midi, à l'heure où ils venaient me chercher, j'étais dans le tracas. Est-ce qu'ils allaient venir me chercher? Et chaque jour, voilà, ça recommençait jusqu'à ce que je suis partie à l'école et je suis devenue un peu plus autonome et mature. Et pour ma sœur, c'était encore pire. C'était la grande crise de larmes et de coups de poing en la laissant à la maternelle. C'était la grande frustration. Mais elle était aussi plus jeune, elle avait 3 ans. Et le conte commence ainsi. Eh bien, enfin c'est la femme qui dit à son homme, eh bien mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain, puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. Voilà. Bien sûr, moi je n'avais aucune raison de penser que mes parents étaient de mauvais parents, ils étaient toujours très présents, mais ils travaillaient comme la plupart des parents, et voilà. Donc on s'était fait tout un film qui nous a, je pense, grandement tracassés toutes les deux, et aussi pollué quelque part, du moins en partie ces moments-là de la vie de mes parents, au moment de nous laisser à la garderie. Et je pense sincèrement que c'était inutile, d'autant plus qu'il existe de petites adaptations où les enfants ne sont pas, n'entendent pas ça derrière la porte des parents, mais ils se perdent lors d'une promenade en forêt. Comme ça, la responsabilité dans cette version du conte est mise sur les enfants, et les enfants sont très tôt capables d'intérioriser la notion de responsabilité, de se responsabiliser eux-mêmes et de se dire ah bah voilà, si je suis dans une foule avec mes parents, si je suis en forêt ou dans la foule, bah, il faut que je fasse bien attention à rester près de mes parents, ne pas me perdre, parce que voilà. Mais ça, ce n'est pas traumatisant, parce que le pouvoir, il est redonné à l'enfant et à sa responsabilité. Par contre, quand le pouvoir est donné à l'extérieur, l'enfant peut se vivre dans la situation de la victime, parce que qu'est-ce qu'il peut faire contre la décision des parents qui sont plus grands et ils se sentent plus faibles? Donc voilà, de mon point de vue, ce passage-là, je pense que pour les très jeunes enfants, c'est intéressant de l'adapter pour leur épargner des tracas qui, encore une fois, à mon point de vue, ne sont pas utiles. Je ne dis pas qu'il faut par contre changer complètement le conte, parce que ce passage-là, tel qu'il est écrit à l'original, a énormément de sens dans la version originale présentée aux adultes, parce que derrière, il a une dimension symbolique, un autre niveau de lecture qui n'a rien à voir avec l'abandon littéral au sens premier des enfants par les parents. Il a tout un autre sens et toute une autre lecture. Si on modifie ce passage-là, on ne peut pas avoir une correcte lecture du conte sur un autre degré de compréhension. Donc, encore une fois, il n'est pas à modifier pour les adultes ou pour les adolescents. Mais pour les jeunes enfants, ça peut faire sens. Un autre petit détail, vous pouvez aussi choisir le moment auquel vous allez raconter ces contes aux enfants.
Pour moi, c'était souvent au coucher. Peut-être qu'il y a des contes qui sont plus apaisantes pour aller au lit, surtout pour les enfants de 3, 4, 5 ans. Et surtout, si vous leur racontez une histoire comme Le Petit Chaperon Rouge, il y a beaucoup d'enfants qui vont certainement développer la peur du loup. En tout cas, j'entends beaucoup dans mon entourage des enfants qui ont peur du loup. Et on se demande d'où vient cette peur, mais souvent c'est des histoires qui l'ont nourri. Alors dans Le Petit Chaperon Rouge, l'histoire elle-même nourrit la peur du loup, mais il y a d'autres histoires très belles, aussi de contes de fées russes, par exemple L'Oiseau de Feu, où le loup, c'est l'ami du héros qui l'aide dans son aventure, il le porte sur son dos, et du coup le loup n'a pas du tout la même image pour l'enfant. Donc vous pouvez aussi lire aux enfants des contes qui présentent le loup pas seulement comme une ombre, comme un méchant, mais aussi comme un ami, comme un allié. Comme ça, ils ne vont pas le stigmatiser dans quelque chose qui va leur faire peur. Et encore une fois, choisir le bon moment de la journée pour ne pas faire monter des angoisses inutilement. Et en troisième, je dirais, faites attention à votre intuition. Parce que vous connaissez votre enfant, vous connaissez sa psychologie, ses besoins, les défis qu'il traverse, voilà, l'histoire qu'il a besoin d'entendre à un moment donné. Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes et peuvent ne pas avoir les mêmes besoins au même moment et peuvent traiter aussi l'information différemment. Moi, j'étais une gamine très introvertie, je m'exprimais très peu et j'avais une vie intérieure très très riche, mais je parlais à l'intérieur de moi. Je ne l'extériorisais pas, du coup les adultes ne pouvaient pas spécialement m'accompagner très bien. Parce que voilà, je ne montrais pas ce qui était au fond de moi. Et je me rappelle même une nuit où c'était ma première colonie de vacances à l'âge de 5-6 ans. J'étais avec des grands de 9-10 ans, des pré-ados et des ados qui adoraient se raconter des contes qui font peur à la tombée de la nuit. Et cette nuit-là, ils ont dû se raconter l'histoire. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais c'était quelque chose une histoire dans le genre de la femme squelette, par exemple, le conte Inuit, qui est une très belle histoire, qui est très, très métaphorique, poétique aussi, mais qui est une histoire pour les adultes, surtout que l'enfant peut ne pas savoir quoi faire avec, comment l'interpréter, il n'a pas la capacité de se détacher, où la pensée abstraite n'est pas encore là, et il va prendre tout directement, au premier sens, au premier degré. Et suite à cette soirée de contes, j'ai passé une nuit terrible, je n'ai pas pu dormir, j'étais tellement mal émotionnellement que j'ai vomi. Les animateurs de la colo, ils ont appelé mes parents pour venir me récupérer parce qu'ils pensaient que j'étais malade. J'étais pas malade, c'était passé en une nuit, mais j'étais malade émotionnellement. Et puis bien sûr, sans la présence de mes parents autour à ce moment-là, très très seule, avec des ados qui rigolaient autour de ce que moi ça me faisait peur. Et voilà, c'était tout simplement une grande indigestion d'histoires qui me faisait très peur. Voilà. Après, est-ce que les contes sont plus violentes que les dessins animés qui passent actuellement à la télé, y compris les nouveaux Disney? Honnêtement, je ne pense pas. Je vois parfois, je vois tellement de violence dans certains dessins animés que nos enfants regardent que honnêtement, les contes, je les trouve très très gentils, d'autant plus que les enfants peuvent se faire aussi leur propre représentation par eux-mêmes. Mais ceci dit, de mon point de vue, il y a des choses qu'on peut adapter. Moi, je suis pour qu'on raconte ces histoires aux enfants, puisque ce sont des histoires qui sont extrêmement structurantes, qui initient les enfants à la réalité de la vie
qui leur permettent de mûrir. Et à vrai dire, les messages structurants ne traumatisent pas. C'est plutôt des messages, comment dire, qu'on peut adapter, pas des messages, mais des scènes du conte qu'on peut adapter. Pas, la sorcière, elle ne m'a pas fait peur, hein, non, pas du tout. Par contre, voilà, l'intention d'abandon des parents, ça oui. J'ai aussi une autre remarque à vous faire. Par exemple, les personnes qui accompagnent les art-thérapeutes ou les thérapeutes, quels qu'ils soient, médecins, psychologues, éducateurs aussi, ou pas spécialement des thérapeutes, mais aussi les enseignants. Alors, comme on rencontre énormément d'enfants, des groupes d'enfants, on n'est pas que en face de notre propre enfant, mais de plein d'enfants dont certains pourraient avoir vécu des traumatismes lourds. Ces contes, certains de ces contes peuvent résonner parfois avec le traumatisme de l'enfant. Il y a beaucoup de psychanalystes qui ont étudié, je donne l'exemple avec le petit chaperon rouge, et qui disent que cette histoire peut se connecter aussi à des histoires d'inceste. Et ce n'est pas, en effet, voilà, ça peut résonner comme ça aussi, même si, d'après moi, l'histoire à l'origine, elle n'a rien à voir avec l'inceste. C'est le degré d'interprétation du conte original, pour moi, il nous envoie à une connaissance profonde de soi et un message qui est au contraire très intéressant et voire très beau, hein. Mais ce message, ce conte-là va nous rejoindre chacun de façon différente. Il va résonner en chaque être humain de façon différente. Et parfois, il résonne sur la corde du traumatisme qu'un enfant a pu subir. Et donc là, en tant qu'accompagnateur, en tant que professionnel, de mon point de vue, on ne peut pas faire à la légère, on ne peut pas raconter ou proposer n'importe quoi à la légère, et surtout savoir aussi comment accompagner les enfants ou les adultes quand un conte résonne sur ce degré-là. Je pense que cela demande que nous-mêmes, nous avons travaillé sur ce conte et sur les différents degrés de lecture et d'interprétation du conte pour qu'on ait suffisamment de billes pour accompagner l'autre. Parce que l'autre est bloqué sur un niveau de compréhension du conte qui est souvent un niveau assez basique. Que ce soit même la morale, le niveau juste structurant de la morale, ça reste aussi un niveau assez basique, assez facile d'accès, de lecture, de compréhension du conte, ou que ce soit la résonance avec un traumatisme. Ça aussi, pour moi, c'est un niveau très basique d'écoute, de compréhension du conte. Par contre, il y a d'autres niveaux qui sont beaucoup plus élevants et qui apportent beaucoup plus de billes. Et aussi le choix de la version. La version originale, si je prends l'exemple du petit chaperon rouge de Charles Perrault, qui a repris le conte de Grimm, mais qui a supprimé la scène finale avec le chasseur. Ce qui fait que le conte se termine avec la moralité. Voilà, le conte se termine avec le petit chaperon rouge englouti par le loup. Et la moralité, on voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Alors, tout dépend comment ça résonne avec la personne, cette morale. Et parfois, ça peut éveiller aussi beaucoup de culpabilité, alors que très souvent, la personne n'a pas été coupable du traumatisme qu'elle a subi. Ou ça peut les plomber quelque part dans leur situation de victime. Bah voilà, ça y est, j'ai été mangée, ma vie est foutue. Voilà.
le conte se termine là, il n'y a pas de sortie. Peut-être qu'ils peuvent inventer une suite positive, ça peut être intéressant comme proposition. Mais le conte original a une suite. J'ai l'impression que Perrault, il n'a pas compris cet autre degré d'interprétation du conte et le sens profond de la scène du chasseur, sinon il ne l'aurait pas enlevé. Enfin, d'après moi, à mon sens. Après, je n'en sais rien. Mais je vous lis juste quelques phrases de la fin de ce conte qui pose des questions. Je ne vais pas faire l'interprétation de conte dans cette vidéo parce que ça va nous amener loin et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je voudrais juste tirer peut-être quelques fils d'énigmes, oui, que ce conte nous propose. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le chasseur n'utilise pas son fusil pour libérer le petit chaperon rouge et la grand-mère? Pourquoi il se questionne sur la façon de procéder pour les libérer? Donc je vous lis quelques phrases. On parle du chasseur. Il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais prend des ciseaux et commence à ouvrir le ventre du loup endormi. Alors, il prend des ciseaux, ça vous paraît pas étrange? C'est quoi ce loup en papier? Je ne sais pas si vous vous êtes posé déjà des questions. Tiens, pour moi, je trouve ça énigmatique. Des ciseaux. Et puis le loup, il se laisse comme ça, hein, voilà, il se laisse, qu'est-ce que ça veut dire? Il se laisse faire. Il se réveille pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? D'autres questions que ce conte, questionnez le conte. Le petit chaperon rouge sort entier. Il l'a mangé, mais voilà, apparemment, il ne l'a pas digéré. En tout cas, il est entier, tout content, déjà plein de vie. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est de chercher des pierres pour remplir le ventre du loup avec des pierres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et oui, cela a un sens. Ces contes-là sont très spéciaux. C'est pas des contes comme ça de premier degré. C'est un peu des contes énigmes. Comme l'énigme que je vous ai proposée lors de la première causerie. On est souvent enfermé. Vous vous rappelez les points en carré, les 9 points en carré que je vous ai demandé de relier avec un seul trait. Et on est souvent enfermé par ce qu'on voit ou par ce qu'on entend, par l'image première qui nous vient. Mais si on cherche plus loin, c'est époustouflant à quel point il n'y a rien qui est par hasard. Tout est très parlant et il a un autre degré de lecture. Voilà. Qui n'est ni celui de la morale qui peut être tout à fait correcte, et tout à fait structurante, intéressante à faire passer aux enfants pour leur constituer des repères sur la vie, mais il y a un autre degré qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, et qui n'a rien à voir non plus avec l'histoire d'inceste, qu'on peut voir aussi hein, si on veut, mais ça reste voilà, très, très basique, hein, à mon sens. Je vous laisse méditer sur ces quelques questions énigmes de contes. Pour conclure, je dirais que pour moi, les contes de Grimm sont précieux. Ils ne sont surtout pas à enlever du répertoire culturel, voilà, moi je dirais spirituel, qu'on veut transmettre à nos enfants. Par contre, avoir à l'esprit que ce sont des contes très particuliers qui ont différents niveaux de lecture, qui peuvent très bien être utilisés pour leur degré de lecture structurant, moralisant, cadrant, créateur de repères. Pensez peut-être à les adapter un petit peu pour éviter des tracas inutiles à vos enfants qui n'ont pas plus de sens que ça pour le côté structurant. Et aussi, pensez à adapter, à choisir le bon moment pour les raconter et suivez votre intuition parce que vous connaissez vos enfants
et ce dont ils ont besoin à chaque étape de leur développement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à souscrire à la chaîne si vous voulez que YouTube vous propose dans votre fil de vidéos les vidéos de notre chaîne, et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Au plaisir de continuer à échanger avec vous sur ces questions passionnantes.